Hello, my name is Andréane Langevin. I am a student at DICE. I study language policy and more specifically language policy in the Quebec education system. In May 2021, the government of Quebec tabled a new bill called Bill 96. In essence, this new language legislation seeks to modernize its predecessor, Bill 101, also known as the Charte de la langue française, by amending 201 of its provisions. Bill 96 was tabled by Minister Simon Jolin Barrette, the minister responsible for the French language. In the fall of 2021, Jolin Barrette's cabinet selected 51 speakers or special interest groups to testify before the National Assembly and share their opinions on the new bill. They were also invited to submit a written memoir stating their positions on some of the proposed amendments. The hearings were held over 9 days and they amount to more than 40 hours of recording. This is a viewer's digest of the meaningful moments from day 6. Dans nos villes, nous pouvons parler d'une réelle paix linguistique entre francophones et anglophones, le maintien du statut des villes bilingues. Cet élément est un marqueur identitaire très fort. Dans nos villes, nous sommes tannés que nos institutions et nos droits linguistiques soient remis en question périodiquement. La liste est longue. Les fusions-diffusions municipales, le projet de la loi linguistique du projet de Parti québécois de 2012 et maintenant ce projet de loi. Ces situations affectent le vivre ensemble. Nous avons hâte que les choses soient réglées. Nous représentons tant autant notre électorat francophone et nous les servons autant sur le plan de la langue que sur celui de la qualité des services sans aucune différence de la manière dont nous servons le reste de notre population qui est anglophone. Nous appuyons le consensus social et politique en faveur de la protection et le renforcement de le statut de la langue française. En même temps, nous avons à cœur de protéger les acquis jugés importants par les citoyens de nos municipalités. Le projet de loi, dans sa forme actuelle, prévoit que les municipalités de Québec qui ont un statut bilingue le perdront si moins de 50% de leur population est de langue maternelle anglaise. Elles pourront toutefois le conserver si leur conseil municipal adopte une résolution à cet effet dans les 120 jours suivant l'entrée en vigueur de la loi. En vertu du projet de loi, nous ne sommes pas à l'abri d'une perte possible de notre statut. Notre association ne veut plus avoir à jouer dans ce film-là, à court, moyen ou au long terme. Pour cette raison, nous souhaitons que ce projet de loi rende permanente la reconnaissance par l'Office québécois de la langue française du statut bilingue d'une municipalité. Pour nous, l'équilibre signifie de renforcer la langue française sans retirer les droits aux citoyens des municipalités bilingues. Il faut éviter de créer un nouveau fossé entre la majorité francophone et la minorité anglophone. Il n'y a absolument rien dans le projet de loi qui retire des droits à la communauté anglophone et même on en rajoute notamment pour la question du cégep pour donner priorité aux jeunes de la communauté anglophone pour faire en sorte qu'ils puissent continuer d'étudier dans leur langue au cégep aussi. Ça, j'ai été sensibilisé à cet effet-là que certains n'accèdent pas au cégep en anglais parce qu'il ne reste plus de place. Alors, pour moi, c'est important que les membres de la communauté anglophone puissent, s'ils le désirent, étudier dans leur langue en anglais. Le fait d'avoir du bilinguisme institutionnel, vous ne pensez pas que ça a pour effet, par rapport aux nouveaux arrivants, d'envoyer un drôle de message? Parce que dans le cadre des municipalités bilingues, ce qui arrive, c'est que n'importe qui sur le territoire pourra se faire servir dans une autre langue que le français. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'État, incluant les municipalités, devrait s'adresser en français aux nouveaux arrivants? Alors, la seule chose qu'on fait maintenant, c'est dire on va les traiter, on va les répondre en français, mais s'ils le demandent, on a le droit de les répondre en anglais. Et j'ai dit aussi, j'ai déjà fait des autres commentaires, que ce n'est pas nécessairement pour les grandes compagnies que je regarde. Je regarde la personne qui vient ouvrir un petit dépanneur dans notre ville. Peut-être cette personne qui est, peut-être le français est sa
deuxième, troisième, quatrième langue, peut-être l'anglais est sa deuxième langue, déjà de recevoir la communication d'une ville est déjà ça peut causer un peu de stress parce que d'habitude, ce sont des communications assez techniques. À ce point, à dire à cette personne, non, je n'ai pas droit de vous répondre en anglais, une langue peut-être que vous êtes plus à l'aise avec, mais il faut vous répondre en français. Je pense qu'on ne rend pas le bon service à cette citoyenne. Vous souhaitez qu'on passe de la langue maternelle, donc actuellement dans la Charte de la langue française, c'est la langue maternelle, et qu'on utilise un autre indicateur, celle de la langue parlée à la maison. C'est un peu ironique tout ça, parce que j'ai des collègues autour de la table qui décrient le fait que les démographes utilisent comme donnée la langue parlée à la maison, puis là, vous voudriez qu'on utilise ça. Alors, c'est comme si des deux côtés, finalement, vous dites que c'est un bon indicateur. Oui, la langue maternelle était une autre. Nous avons tout type de communautés dans nos municipalités. Mais la langue plus souvent utilisée est la langue que je pense est plus utile pour déterminer cette niveau, cette cible de 50%. L'effet d'utiliser la langue parlée à la maison, dans ce cas-ci, aurait pour effet d'augmenter le bassin de locuteurs de langue anglaise. Je ne suis pas sûr si ça va augmenter les numéros, Monsieur le ministre, mais je suis sûr que c'est un meilleur indicateur. Toutes nos communications sont bilingues, que je vois moi comme un ajout et non d'enlever quoi que ce soit à la langue française. Ceux qui arrivent chez nous, dans tous les cas, les communications se font après ma barre de façon bilingue avec les nouveaux citoyens. Et s'il y a à s'ajuster après parce qu'on a une réponse en anglais et que ces citoyens-là préfèrent s'adresser à nous en anglais, la réponse, la communication va s'établir en anglais comme on le fait avec les anglophones de notre communauté. Le fond de l'histoire, le fond de l'affaire, c'est de protéger le français. Et je n'ai pas pu m'empêcher de souligner dans votre préambule, dans votre mémoire, que vous nous dites que les chiffres sur les données sur la situation linguistique au Québec ne sont pas apocalyptiques. Peut-être il y a un sentiment que il y a une attaque ou il y a une perte de la langue française, de le statut de la langue française, la position de la langue française. Je ne suis pas sûr si cette notion est partagée nécessairement sur l'île de Montréal. Sur l'île de Montréal, au moins d'avis contraire, je vois que nous avons une paix assez stable. Sur l'île de Montréal, je n'ai pas entendu parler nécessairement. Peut-être dans les régions, c'est une situation plus évidente, mais je ne le ressentis pas sur l'île de Montréal et ni dans nos municipalités. Est-ce que vous croyez, comme tous ceux qui nous parlent, ou presque, qu'il est en déclin? Je comprends que la paix linguistique dont on parlait tout à l'heure est exacerbée par le projet de loi 96, c'est ce que vous me dites. Le droit qu'une municipalité a maintenant de communiquer avec une personne en anglais, une personne morale en anglais, sera enlevé. Et ça inclut le petit monsieur, le petit madame qui a le dépanneur au coin de la rue. Je ne parle pas des commissions scolaires, les autres niveaux gouvernementaux. Je parle de la petite personne au coin de la rue. Ça va être enlevé. Et l'obligation pour un organisme de l'administration d'établir des mesures disciplinaires propres à prévenir et à sanctionner des manquements par son personnel. Si quelqu'un a répondu à une question, il a mis un commentaire à une personne morale en anglais parce qu'il y a déjà eu une relation, il a déjà répondu à 100 questions de cette personne, maintenant je suis dans l'obligeance de causer des problèmes ou de le sanctionner. C'est ça que ça peut être problématique. Qu'est-ce qui change? Vous avez déjà eu à appliquer des sanctions? Vous êtes mairesse là, de municipalité. Est-ce qu'il y a déjà eu ce genre de sanctions en lien avec la Charte de la langue française? Maintenant, comme je vois la loi, on doit l'appliquer et malheureusement fortement. Et c'est là où ça cause des inconvénients. Ça enlève un peu de l'autonomie qu'on avait à l'époque.
Parmi les villes qui sont membres de votre association, combien tombent sous le seuil de 50 d'anglophones? 7 ont moins de 50% de langue maternelle en anglais. Anglaise. Pourquoi est-ce que c'est si important pour elles alors que la majorité de leurs citoyens sont francophones? On leur offre un service supplémentaire en ce moment aux citoyens. On offre tout dans les 2 langues. Donc, de ne pas faire de demande pour maintenir le statut de ville bilingue signifie qu'on ne pourrait plus communiquer en anglais. Vous êtes des municipalités à statut bilingue, il y a un truc. Vous n'avez qu'à passer une résolution. Dans certains cas, vous l'avez déjà fait, et puis rien ne changera. Quel que soit le pourcentage que vous avez d'anglophones sur votre territoire. Donc, j'imagine cette satisfaction que vous avez. Mais, vous en voulez plus. Vous voulez que ce statut demeure pour toujours, pour l'éternité. Et je prends l'exemple de Ville-Mont-Royal. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'un citoyen de Ville-Mont-Royal, prenons l'exemple d'un député qui est dans cette salle, qui se rendrait à son conseil municipal et qui irait dire « Non, moi je demande à mon conseil municipal que ça soit une municipalité francophone. » Ce serait ça finalement. Est-ce que vous me posez une question, M. Bérubé? Je m'excuse. C'est-tu normal que Ville-Mont-Royal, avec 18,5 d'anglophones, maintienne son statut de ville bilingue? Je vais vous le poser comme ça. C'est à eux autres à décider ça. C'est les conseillers de la ville qui sont plus proches à leurs citoyens et peut-être, et comme on le voit de tout, le bilinguisme, c'est comme part de notre identité. La ville de Mont-Royal a ça comme dans son identité. Mais, comme vous avez dit, la loi prévoit de donner l'autonomie au conseil municipal de décider s'ils vont continuer. La seule chose que nous avons demandé, on ne veut pas toujours remousser et revoir la discussion. Une fois que la décision est prise, ça finit là. On n'a pas besoin de le revisiter chaque 5 ans, 10 ans. Mais ça vous énerve, ça, de perdre ce statut-là comme si vous étiez une enclave, un petit royaume qui va demeurer à demeure bilingue. Le ROFQ est un acteur privilégié de la francisation en milieu communautaire. 19 480 personnes ont participé au cours de français à temps partiel. Selon nos estimations, plus de 17 000 de ces personnes l'ont fait dans un organisme communautaire représenté par le ROFQ. C'est donc fort et fier de cette expertise en francisation que le ROFQ présente aujourd'hui quelques commentaires en relation au projet de loi 96 qui modifie la charte de la langue française. C'est la notion des langues d'intégration qui nous semble très importante en vue de l'intégration harmonieuse des personnes immigrant à la société québécoise. En même temps, nous considérons que cela envoie un message fort aux nouveaux arrivants. Nous voudrions nous référer tout particulièrement à l'article 22.3c qui prévoit un organisme de l'administration peut déroger au paragraphe 1 de l'article 13.2 en utilisant, en plus du français, une autre langue lorsqu'il écrit dans les cas suivants. Fournir les services pour l'accueil au sein de la Société québécoise des personnes immigrantes durant les 6 premiers mois de leur arrivée au Québec. En tant qu'organisme voué à l'enseignement de la langue française, nous manifestons notre désaccord à cet alinéa, car il nous semble difficile à atteindre. Pourquoi limiter les services d'accueil dans une autre langue que le français seulement à 6 mois? Cela présuppose qu'une personne immigrante apprend le français en 6 mois et qu'après cette période, elle devienne complètement autonome en français. Cela présuppose aussi que la personne immigrante a commencé son apprentissage dès son arrivée au territoire québécois, qu'elle n'a rien fait d'autre qu'étudier le français, qu'elle a trouvé une formation adéquate à sa descente d'avion, alors que l'on sait que ce n'est pas toujours possible. Le programme de francisation du MIFI prévoit 4 sessions de 11 semaines de cours à raison de 30 heures par semaine, soit un total de 44 semaines d'apprentissage ou l'équivalent de 1320 heures pour atteindre la partie supérieure du niveau de compétences, soit le niveau 7 et 8 de l'échelle québécoise des niveaux de compétences en français des personnes immigrantes adultes. Et cela
si la personne suit ses cours à temps plein. Que se passe-t-il quand la personne immigrante étudie à temps partiel, à raison de 6, 9 ou 12 heures par semaine? On a longuement dépassé les 6 premiers mois suivant son arrivée pour qu'elle devienne autonome en français. Qu'est-ce qui arrive avec les personnes qui viennent suite à l'immigration humanitaire, notamment les réfugiés parrainés par l'État? Une personne qui fuit la guerre et qui a passé des années dans le camp des réfugiés, dès son arrivée sur le sol québécois, c'est sûr que d'abord et avant tout, il a besoin de soutien psychosocial. Ou qu'est-ce qui arrive avec une famille qui atterrit en plein congé scolaire? Donc, il y a une série de contraintes administratives qui empêchent les personnes de suivre un parcours exemplaire. Ça nous amène à suggérer d'allonger la période de 6 mois prévue dans le projet de loi à un minimum de 1 an, selon les contraintes qu'on vient d'énumérer. Le projet de loi prévoit aussi une unité administrative appelée Francisation Québec au sein du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. L'article 156.24 prévoit que Francisation Québec est l'unique point d'accès gouvernemental pour ces personnes désirant recevoir des services d'apprentissage du français. Ce libellé nous interpelle et nous inquiète profondément, car présentement, nos organismes assurent des responsabilités, notamment en ce qui concerne le recrutement et l'inscription des personnes immigrantes souhaitant apprendre le français à temps partiel dans un organisme communautaire de leur choix. Organisme qui, en plus de cours de français, offre une panoplie de services qui vont les aider à leur intégration à la société québécoise francophone. Et on se pose des questions à savoir quel va être le rôle des organismes communautaires après l'adoption du projet de loi. Vous semblez inquiet de la création de Francisation Québec. Parce qu'en 2017, la vérificatrice générale avait émis comme recommandation une critique à l'effet qu'il y avait un éparpillement des services. Alors, le guichet unique va permettre de fédérer à la fois pour les employeurs, mais à la fois pour les personnes migrantes. Mais c'est sûr que vous êtes un partenaire de grande qualité. Les organismes communautaires également sont un partenaire de grande qualité. Ce qu'il ne faut pas oublier que les organismes communautaires sont des véritables milieux d'intégration, puisque la personne qui fréquente l'organisme, il ne suit pas tout simplement un cours de français académique, mais il rencontre les intervenants sociaux, les conseillers en emploi, bref, tous les employés de l'organisme sont à ses services pour favoriser son intégration harmonieuse à la société d'accueil. Lorsque vient le temps pour une personne immigrante, là, elle est à Montréal, elle veut s'intégrer, à quel point le facteur d'attractivité de l'anglais est important, selon ce que vous constatez? À ma connaissance, c'est le milieu de travail qui détermine cette option. Si le milieu de travail est effectivement un milieu de travail francophone où les personnes vont communiquer en français, le travail va se faire en français, sauf quelques exceptions, comme a dit Mme Alexiane il y a quelques minutes, l'attirance, l'attraction de l'anglais va être moindre. Et d'après moi, c'est là-dessus qu'il faut aussi insister pour que le milieu de travail à Montréal soit effectivement un milieu de travail francophone. Ça dépend aussi de l'efficacité de l'offre des Français sur le terrain. Ça dépend aussi des discours de valorisation et de la promotion qu'on va aussi tenir collectivement, notamment via les organismes communautaires qui sont les premières portes d'entrée pour ces personnes-là. Certaines formations politiques à l'Assemblée nationale proposent de ne sélectionner que des personnes immigrantes qui ont une connaissance du français. Qu'est-ce que vous pensez de cela? On en a déjà discuté et ça fait déjà quelques années, je pense que ça fait partie des discussions politiques. Le ROVQ a toujours manifesté son désaccord avec cette vision, puisque sur le terrain, on constate aussi que c'est pas parce que la personne vient d'un pays non francophone qu'il ne va pas le devenir très rapidement et qu'il ne va pas s'intégrer dans la société d'accueil, peut-être parfois plus vite et mieux qu'un francophone.
Seulement la connaissance du français en soi, ça ne détermine pas la capacité d'intégration dans la société d'accueil. Ça prend une série d'autres facteurs. Est-ce qu'il y a des éléments que vous trouvez qui sont très pertinents ou d'autres que vous dites, ah bien, si on avait tel levier ou telle mesure, on pourrait vraiment bonifier notre offre de francisation? Une fois que le projet de loi sera adopté, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de propositions et plus d'idées sur l'opérationnalisation de ce projet de loi. Là, on va avoir, j'imagine, beaucoup plus de leviers. Peut-être on peut suggérer avoir une offre de francisation plus souple, par exemple, en termes de calendrier des formations. Actuellement, nous avons au niveau des temps partiels 4 sessions, l'été, automne, printemps, l'hiver. Peut-être entre sessions, on pouvait intégrer d'autres types de formations pour être beaucoup plus inclusives. Et de cette manière, on pourrait raccourcir les délais. Mais ça, c'est plus au niveau de l'opérationnalisation. On a vu là, tout récemment avec une dame haïtienne qui a eu quand même certaines difficultés à obtenir un emploi. Le fait de demander à l'immigration la langue française uniquement, souvent, il peut y avoir aussi des obstacles pour ces personnes-là. Donc, qui ont comme langue maternelle le français à l'embauche actuellement à Montréal. Est-ce que vous constatez ça aussi? Effectivement, il y a des domaines de compétences qui exigent la connaissance de l'anglais, mais je pense que le projet de loi vient corriger les aspects. Il va mettre en place peut-être plus de surveillance auprès des entreprises qui exigent la connaissance de l'anglais alors que ce n'est pas du tout nécessaire. Mais pour revenir aussi les propos des ministres Jolin Barrette à propos des recrutements des francophones pour le Québec, j'ajouterai peut-être le fait qu'en adoptant cette stratégie, en recrutant uniquement les francophones ou prioritairement francophones, Québec risque de passer à côté d'une immigration qui peut être très intéressante pour le Québec. Vous avez parlé justement de francophones, de francophiles, puis c'est vrai que plusieurs disent qu'il faudrait des immigrants qui savent parler le français avant de descendre à l'aéroport et qui possèdent un bon français. Mais je dois vous donner raison parce que vous dites non, pas seulement ces immigrants-là, on peut parler le français sans être un francophile et on peut ne pas parler le français du tout et être un formidable francophone en devenir, ont un appétit formidable pour la langue française, mais ne le parlent que très peu parce qu'ils parlent portugais, espagnol ou d'autres langues et qui arrivent ici et vraiment rapidement sont capables non seulement de s'intégrer, mais de participer avec des diplômes universitaires dans le cas qui m'occupait et de devenir de formidables Québécois francophones. Alors, moi, je suis d'accord avec vous. Par contre, il faut les intégrer. Il faut mettre, comme on dit en bon québécois, le paquet pour vraiment leur offrir des services gratuits sur les campus, dans le cas qui me concerne, collégiaux et universitaires, accessibles, et il faut leur donner un peu de temps aussi. Alors, vous dites, et ça m'a frappé, je ne le savais pas, le ministre doit le savoir, il a été ministre de l'Immigration, que le MIFI lui-même parle de 44 semaines temps plein pour pouvoir prétendre être à un niveau 7 de francisation. Ça, c'est probablement des étudiants qui ont fait ça de façon très sérieuse à temps plein. 44 semaines, moi, quand je divise par 4, mais disons que les mois ont un peu plus que 28 jours, ça fait au moins 10 mois. Ça fait 10 mois minimum donné par le MIFI. Alors, je suis tellement curieuse d'entendre le ministre d'où vient ce 6 mois pour dire qu'on peut vraiment franciser quelqu'un. Ça serait un temps olympien. Pour nous, ça a été une surprise, le 6 mois, étant donné on sait quelle est la durée des programmes, des cours de francisation au ministère de l'Immigration. Personnellement, je ne peux pas vous dire d'où vient ces 6 mois. Nous, on est inquiets face à ces 6 mois. On considère qu'après 6 mois, c'est très difficile de pouvoir communiquer en français avec l'administration publique. Je pense que ce n'était pas à nous que vous devez demander d'où viennent ces 6 mois. Que vous n'êtes pas du tout les premiers ni les derniers à dire que ça n'a pas de bon sens 6 mois. En fait, personne n'a dit à date
que c'était réaliste, c'est moi. Personne. Je pense que peut-être avec un an, ça devrait être un peu plus raisonnable. Est-ce que les professeurs peuvent être au rendez-vous? Vous connaissez très bien la situation du marché du travail actuel, la pénurie de main-d'œuvre qui frappe tous les domaines de compétences, notamment dans les organismes communautaires, dans les usines, en fait, dans tous les domaines. Et j'imagine que ça a un impact aussi sur le recrutement des enseignants. À date, on a rencontré en commission, on a reçu en commission parlementaire, en consultation, des groupes ou des individus qui ont tous été consultés pour l'élaboration du projet de loi. Avez-vous été consulté? Moi, de mon côté, non, je ne sais pas, on a été... Parfait. Et c'est bien dommage, parce que je pense que vous avez à jouer un rôle très important. Vous n'avez pas été consulté. Et on voit bien que le projet de loi vise une catégorie très spécifique de nouveaux arrivants et c'est très orienté vers le milieu du travail, ce qui est très bien. Mais on oublie dans le discours que l'on entend ce que vous faites, notamment en termes de francisation de tous les membres d'une famille immigrante. Une famille d'immigrants avec 2 enfants qui arrivent au Québec au mois d'août ou au mois de septembre, à Noël, les enfants parlent français parce qu'ils vont à l'école. Souvent, l'homme, parce que culturellement c'est comme ça, va être pas trop pire, mais les femmes ne le sont pas. Et vous faites ça, là. Vous vous adressez, vous, par vos organisations communautaires, à permettre d'avoir des opportunités de francisation dans des situations qui ne sont pas les habituelles que sont celles de l'emploi. Pouvez-vous élaborer un petit peu là-dessus? Parce que moi, je le vois, là, ce que vous faites, là, et je pense qu'il est aussi important de franciser les enfants. C'est pas mal simple avec l'école, ça va bien. Les parents, mais il y a 2 parents la plupart du temps, et vous avez un rôle à jouer majeur pour ce qui est de la francisation des femmes. Et on sait que mais les mères ont encore aujourd'hui, dans toutes les sociétés, une influence importante dans la société et dans les familles. Et si on les omet en termes de francisation, et c'est un trou dans cette loi-là, je pense qu'on fait une erreur. Et que vous n'ayez pas été consulté sous cet angle-là, parce que découle tout le reste, hein, le financement. Vous pouvez en parler aussi, parce qu'en général, vous ne nagez pas dans les dollars. Effectivement, les organismes communautaires, ils jouent un rôle très important pour l'intégration des nouveaux arrivants, mais notamment pour des femmes, comme vous venez de dire, parce que c'est des véritables milieux d'intégration. Les plupart des organismes sont multiservices, puis ils offrent notamment les services des halles garderies. On sait que ce n'est pas toujours évident de trouver une place dans les CPE. Alors c'est pour ça qu'en partenariat avec le ministère de la Famille, les organismes offrent aussi un service des halles garderies pour donner la possibilité aux femmes, parfois aux hommes aussi, à apprendre le français, surtout en partiel, hein, dans le milieu communautaire. Mais ce n'est pas uniquement ça. Nous avons aussi plusieurs autres programmes, soit par Emploi Québec, ministère de l'Emploi, soit par ministère de l'Immigration, qui nous permet de favoriser tous les aspects d'intégration de la famille. Il faut dire aussi que dernièrement, on a salué très favorablement l'admissibilité des travailleurs temporaires et les étudiants étrangers à nos services d'accueil et d'intégration, notamment au cours des Français. On salue aussi l'allocation de la francisation, ce qui les amène à s'inscrire au cours des Français en grand nombre. Il y a quand même des choses très positives qui ont été faites, qu'on veut aussi souligner. Par rapport aux 6 mois, on prend souvent pour acquis que les immigrants qui arrivent ici, s'ils ne parlent pas français, donc nécessairement, ils parlent anglais. C'est souvent vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Il y en a qui ne parlent pas les 2 langues. Il y a des gens aussi, surtout vous avez parlé des réfugiés, probablement encore plus dans leur cas. Donc, au lieu que l'État s'adresse directement à eux en anglais, il y a une proposition intéressante d'eux-mêmes du syndicat de la fonction publique du Québec qui sont venus avant vous et qui ont dit, bien, le 6 mois, c'est trop court, faisons ça 2 ans, c'est ce qu'ils proposent, je voudrais vous entendre là-dessus. Et leur deuxième proposition, c'est au lieu d'amener les immigrants puis de leur parler en anglais, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un service d'interprétariat au gouvernement pour qu'ils puissent s'adresser dans la langue maternelle des gens qui viennent ici, le temps qu'ils apprennent le français. Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 propositions? Nous, on avait discuté d'1 an, mais 2 ans, c'est mieux encore. En même temps, il ne faut pas que le temps soit trop long
Il faut quand même mettre un temps pour que les nouveaux arrivants soient très, très, très motivés à apprendre le français. Maintenant, c'est quoi 7 ans? C'est sûr que ce n'est pas 6 mois, mais c'est 1 an, 1 an et demi, 2 ans, OK. À condition que toutes les mesures, tous les moyens de la francisation soient mis en place. Toutes les mesures sont là pour permettre aux personnes immigrantes d'accéder au cours des français le plus souple possible et le plus rapidement possible. Okay. C'est ça notre préoccupation. Le temps, c'est pas vraiment... ça peut être... ça dépend des conditions, c'est ça. L'article 45 de la loi constitutionnelle de 1982 reconnaît aux provinces le pouvoir de se donner une constitution dans les limites de ce qu'autorise la Constitution du Canada. Le Québec pourrait donc adopter les articles Q1 et Q2 du projet de loi dans une loi appelée Constitution du Québec. Q2 devrait cependant être légèrement reformulé afin de respecter les garanties linguistiques prévues dans les lois constitutionnelles de 1867 et 1982. Mais la théorie constitutionnelle développée par le professeur Taillon et reprise par le gouvernement va plus loin. Ils soutiennent que cet article permet de modifier en même temps la Constitution du Québec et la Constitution du Canada. Ils soutiennent que les normes constitutionnelles québécoises, ainsi modifiées, jouiront d'une primauté sur les autres lois provinciales en raison du paragraphe 52.1 de la loi constitutionnelle de 1982. C'est-à-dire qu'elles auront un statut supralégislatif, ce qui signifie qu'elles seront placées au-dessus des autres lois du Québec. Toutefois, ce sur quoi ils n'insistent pas, c'est sur le fait que ces modifications à la Constitution du Québec, et par la même occasion du Canada, passent par l'adoption d'une simple loi provinciale, rien de plus. On aurait pu penser, par exemple, que l'adoption d'une norme constitutionnelle appelée à définir la nature de la nation aurait dû exiger l'assentiment d'une majorité renforcée des 2/3 des députés qui la représentent, ou encore une approbation par voie référendaire. Rien de tout cela n'est nécessaire. L'utilisation de la procédure du bâillon n'est même pas exclue. Selon l'interprétation du gouvernement, l'adoption d'une loi permettant une modification à la Constitution du Québec ne requiert donc qu'une majorité absolue des voix à l'Assemblée nationale. Or, lorsque le parti au pouvoir détient une majorité absolue des sièges, personne n'est dupe. C'est la volonté du premier ministre et de son cabinet qui déterminera ultimement ce qui mérite de figurer dans la Constitution formelle du Québec. L'article 159 du projet de loi changera la Constitution du Québec et son adoption ne requerra pourtant rien d'autre que l'appui d'une majorité simple de députés. Au-delà de l'importante victoire symbolique, que je ne nie pas, que la théorie constitutionnelle du gouvernement permet de réaliser, inscrire la différence québécoise dans le marbre constitutionnel canadien, les conséquences juridiques et politiques de leur interprétation sont troublantes. Premièrement, parce que cette théorie concentre dans les mains du parti détenant la majorité des sièges à l'Assemblée nationale le soin de décider ce qui mérite ou non d'être hissé au statut de norme supralégislative dans la hiérarchie du droit constitutionnel provincial. Et deuxièmement, parce qu'elle encourage une dynamique où la rédaction d'une constitution est vue comme une démarche où la volonté de la nation se limite à ce que le gouvernement majoritaire du jour, aujourd'hui la CAQ, demain le PLQ ou peut-être QS, dégagera des commentaires militants tirés de sa page Facebook. L'approche gouvernementale oublie que la supralégalité ou primauté de la Constitution du Québec n'est pas une simple affaire technique relative au statut d'une norme dans la pyramide des règles de droit constitutionnel. Politiquement, la primauté de la Constitution vient consacrer l'idée que certaines parties du contrat social d'une nation sont d'une telle importance qu'elles doivent prévaloir sur les lois ordinaires qui y contreviennent. Et parce qu'elles ont une telle importance, l'adoption et la modification des normes les plus fondamentales du contrat social d'une communauté politique sont assujetties à une procédure complexe de modification, ce qui permet d'éviter que le gouvernement du jour ne les modifie selon ce que son humeur lui dicte. Afin de s'assurer qu'une norme constitutionnelle reflète véritablement le contrat social, pour être en mesure d'affirmer qu'elle est le miroir de la volonté du plus grand nombre possible de citoyens et citoyennes de la nation, cette norme doit être assujettie à un mécanisme d'adoption qui embrasse le plus d'acteurs et d'actrices possible. Faute de procédure d'adoption extraordinaire,
majorité renforcée, référendum, la Constitution du Québec ne sera pas nécessairement le reflet de la nation telle que la conçoivent les Québécoises et les Québécois. Faute de procédure d'adoption extraordinaire, elle sera plutôt le reflet de la nation tel que le parti détenant la majorité parlementaire se la représente. Aujourd'hui, donc, comme je le disais, la majorité parlementaire propose l'article 159. Demain, un autre parti proposera autre chose. Et si un parti d'opposition soulève une objection, la majorité parlementaire, associée à la discipline de parti et à la procédure du bâillon, viendra dicter le contenu de la Constitution du Québec. Si l'intention ici est de faire autre chose que de simplement dire son fait au Canada anglais, si l'intention était vraiment d'affirmer haut et fort ce que les Québécois et les Québécoises, entre eux, pour eux, estiment être au cœur de l'identité de la nation québécoise, alors ce n'est pas vers la Constitution formelle du Canada qu'on devrait se tourner. Un véritable acte d'autodétermination ne devrait pas consister à fonder la supériorité des normes constitutionnelles québécoises sur le socle technique de la loi constitutionnelle de 82 ou 67. Il devrait résulter d'un acte purement québécois qui permettrait de fonder la supériorité de ces normes sur la volonté non pas du parti majoritaire au pouvoir, mais du plus grand nombre d'acteurs et d'actrices représentant la nation. Il ne manque pas de grands prêtres et de grandes prêtresses pour nous dire ce qu'est ou n'est pas la nation, et pour nous la présenter comme une masse unanime, anonyme et homogène, ou pour dire ce qu'elle désire ou ce qui la terrorise, le multiculturalisme par exemple. Il serait peut-être temps qu'ils se taisent et donnent la parole à cette fameuse nation. Au minimum, tout véritable projet de constitution québécoise devrait requérir pour son adoption et sa modification ultérieure l'approbation d'une majorité renforcée des représentants et représentantes de la nation. Pourquoi? Parce que les 125 députés de l'Assemblée nationale sont l'incarnation institutionnelle de la nation assemblée, une nation qui n'est pas aussi homogène et unanime qu'on le soutient. Et il faudrait réfléchir sérieusement sur l'articulation des rapports entre nations québécoises et nations autochtones, en gardant à l'esprit qu'elles se chevauchent bien plus qu'elles ne s'opposent. Ces dernières années, nos énergies constitutionnelles ont été beaucoup consacrées à protéger la nation. Le recours à 2 reprises à la clause dérogatoire pour écarter la Charte québécoise, la stupéfiante opposition, encore une fois à 2 reprises, entre les droits collectifs de la nation et les droits individuels de ses propres membres. Et aujourd'hui, ce camouflet administré au Canada anglais par cette inscription de la différence québécoise dans la Constitution du Canada. J'espère qu'un jour, on se rappellera que la vocation des constitutions écrites n'est pas simplement de constituer le peuple et le pouvoir étatique afin de faire face à l'ennemi. Il est indéniable que ce rôle a été historiquement fondamental et continue à l'être. Mais il ne faut pas oublier que les constitutions remplissent aussi, depuis le 18e siècle, la fonction de limiter le pouvoir que l'État peut exercer sur sa population. Or, les 2 ordres de gouvernement, fédéral et québécois, possèdent un pouvoir de contrainte étendu sur la vie des membres de la nation québécoise. Et au moment même où l'on discute du projet de loi 96, le Québec vit une période marquée par une des plus grandes concentrations de pouvoir entre les mains d'un premier ministre et de son cabinet. Écoutez, j'ai entendu votre présentation. Vous nous indiquez à la page 7 de votre mémoire que c'est dans cette perspective froidement rationnelle. J'ai entendu votre argumentaire. Moi, je vous dirais, vous avez certains arguments juridiques, mais il y a beaucoup qui relèvent de l'éditorial aussi. Vous dites, et vous êtes revenu à plusieurs reprises, vous dites, écoutez, c'est uniquement la volonté de la majorité du parti qui est au pouvoir avec une majorité simple. Moi, je ne suis pas devin. Et là, on n'a même pas commencé à étudier le projet de loi, mais qu'arrive-t-il avec vos propos si jamais le Parti libéral vote pour le projet de loi, Québec solidaire vote pour le projet de loi, puis le Parti québécois vote pour le projet de loi? Alors, si jamais il y a une unanimité à l'Assemblée nationale, est-ce que vous tiendriez les mêmes propos? La nation québécoise peut bien faire ce qu'elle veut à travers ses représentants, mais dans la mesure où on prévoit que ces représentants puissent s'exprimer. Maintenant, vous disiez que je tenais un propos qui était éditorialiste. Je m'excuse, mais quand même, la question de savoir comment on peut
s'assurer que la volonté de la nation soit exprimée, de dire que ça supposerait que le gouvernement adopte une loi en acceptant de faire contribuer des députés qui ne sont pas nécessairement partis de son parti, ce n'est pas une position éditoriale. C'est de dire que la nation, c'est plus que la voix du parti qui est au pouvoir, c'est tout. Et vous savez, je dirais la même chose si c'était le Parti libéral qui était au pouvoir. Moi, c'est le potentiel d'abus de pouvoir qui m'intéresse. Je suis aussi inquiet par la concentration du pouvoir de Justin Trudeau, de Harper, du vôtre ou d'un éventuel parti libéral ou QS qui serait appelé à gouverner. Je suis un peu surpris quand les gens évoquent la procédure législative d'exception parce que ça n'a jamais été abordé et il n'y a pas de raison de croire que la procédure législative d'exception pourrait être utilisée. Mais c'est quelque chose qui fait partie du règlement de l'Assemblée nationale que les parlementaires se sont dotés. C'est toujours intéressant dans notre fédération de constater que l'Assemblée nationale n'a jamais ratifié cette constitution-là et qu'elle lui a été imposée. Et là, peut-être vous me répondrez, bon, ben, s'il y avait des députés fédéraux du Québec qui étaient à Ottawa, mais moi, je trouve qu'en termes de contrat social, c'est tout de même particulier d'être gouverné par une constitution canadienne, dont l'Assemblée nationale d'un peuple, d'une nation ici, l'a pas ratifié. Mais nous-mêmes, on ne pourrait pas inscrire dans notre propre constitution que les Québécoises et les Québécois forment une nation, puis que la langue officielle du Québec, c'est le français. La question de la légitimité de la loi constitutionnelle 82, on nous la sert toujours, et c'est vrai, je le veux bien. Mais à partir du moment où vous choisissez d'exercer le pouvoir qui est reconnu, moi, ce que je dis, c'est que, à ce moment-là, si vous l'exercez, ça ne vous empêche pas de l'exercer en cherchant à obtenir le plus grand consensus possible à l'intérieur du Québec. Oui, l'argument de l'illégitimité de la loi constitutionnelle de 1982, pour moi, c'est complètement non pertinent. Quand la question se pose de savoir qu'est-ce que les Québécois veulent se donner comme constitution à eux et pour eux. Tout ce que je dis, puis il ne faut pas penser que je me prosterne devant un buste de Pierre-Éliott Trudeau. J'ai écrit des articles féroces contre Trudeau. Tout ce que je dis, c'est que quand la question se pose au Québec, pour le Québec, de se donner une constitution, il n'y a rien qui empêche qu'on élargisse le nombre d'acteurs qui sont nécessaires à l'adoption et qu'on élargisse le nombre d'acteurs qui sont nécessaires pour la modification de la loi. Vous dites, ce n'est pas supralégislatif. Ce n'est pas supralégislatif. Bien d'autres nous l'ont dit aussi, dont Benoît Pelletier hier, qui nous l'a dit et redit, que l'article 159 n'est pas supralégislatif. C'est une simple loi, vous l'avez dit vous-même aussi. Si c'est une simple loi, cet ajout via l'article 45, pourquoi faudrait-il une approbation aux 2/3 ou un référendum? Première partie. Et vous dites, par ailleurs, oublions tout ça, si je comprends bien, et allons vers une constitution du Québec qui est le rêve depuis toujours de Benoît Pelletier, d'avoir une constitution. D'autres aussi, Christian Dufour, André Binette, sont venus dire on peut rajouter société distincte, on peut rajouter interculturalisme, on peut rajouter Charte des droits et libertés, on peut rajouter tout ce qu'on veut dans une constitution du Québec. Ma question la plus basique, la plus niaiseuse, c'est quoi ça, une constitution du Québec, si c'est pas via l'article 45, une constitution qui est mise où? Elle sort d'où? On fait quoi? Vous dites, on fait une tournée du Québec. Ça, Benoît Pelletier le dit aussi, André Binette le dit aussi. Mais on la met dans quel univers, cette constitution-là, d'une part? Puis pourquoi c'est si compliqué, l'article 45, de faire une constitution ou une petite partie constitutionnelle avec 2 articles, Q1, Q2. Vous dites dans le Q2, vous dites l'article 133, il n'y a pas de problème. Or, vous dites quand même dans votre mémoire, à la page 5, que ça devrait être le tout sous réserve des droits prévus à l'article 133 de la loi constitutionnelle de 67 et aux articles 23 et 35 de la loi de 82. C'est que l'article 159 vise pas à adopter une loi québécoise qui s'appellerait la Constitution du Québec et puis qui comporterait la disposition dont on parle.
si on se disait, bon, on va adopter une loi qui s'appelle la Constitution du Québec, et puis on va choisir d'y mettre telle chose. L'article 159, ce qu'il dit, c'est qu'il insère dans la loi constitutionnelle de 1867 les deux articles en question. C'est une chose que de dire la province peut se donner une constitution dans le cadre de l'article 45 de la loi constitutionnelle de 1982, et l'autre de modifier, d'inscrire cette constitution-là dans le texte de la loi constitutionnelle de 1867. La façon dont l'article 45 a toujours été interprété, c'est de dire, écoutez, les provinces peuvent adopter des lois, comme la Charte québécoise, comme la loi sur la laïcité, comme une éventuelle loi qui reconnaîtrait la nation, comment est-ce qu'elle est composée. Ça, ils peuvent faire ça. Ils peuvent faire ça dans les limites de leurs compétences à eux. On est dans une fédération, on en fait toujours partie, ce qui fait qu'en adoptant une loi comme ça, que ce soit la Charte québécoise, ça ne s'applique qu'à l'intérieur du Québec. D'accord? Alors, mais là, ce que M. Taillon dit, et ce que le gouvernement soutient, c'est pas juste ça qu'on peut faire. Ils disent, on peut aussi modifier le texte de la vieille Constitution de 1867. C'est compliqué parce qu'ils ont raison de dire qu'on peut changer le contenu de cette vieille loi. Mais c'est parce que leur objectif, là, c'est bien franchement, là, c'est qu'ils voudraient, au fond, gifler le Canada anglais avec sa propre Constitution. D'accord? Je pense que c'est ça là, qui se passe. Et pour faire ça, il faut qu'ils puissent dire que l'article 45 permet de modifier le texte de la loi constitutionnelle de 1867. S'ils n'arrivent pas à dire ça, l'objectif politique se dégonfle. Avec l'article 159 du projet de loi 96, qu'il y aura donc 90 Q1, 90 Q2, est une nation, et aussi que la seule langue officielle est le français. Et là, vous dites, ça prend l'article 133 absolument, ça vous l'avez écrit. Là, je comprends plus ou moins pourquoi. Benoît Pelletier nous a dit hier, pas nécessaire du tout. Vous pouvez le faire si vous avez le goût, mais c'est pas nécessaire. Une constitution québécoise, c'est une constitution qui doit viser des choses qui touchent l'ordre constitutionnel provincial. Et comme je l'explique dans le premier paragraphe de mon mémoire, le pouvoir d'une province est limité par les garanties linguistiques qui sont dans la Constitution. Ce que ça signifie, c'est que si on adopte l'article Q2 tel quel, Q2 tel quel, ce qu'il dit, c'est le français est la seule langue officielle du Québec. Et donc, si vous lisez ça comme ça, il n'y a aucun doute que cette formulation-là entre en contradiction avec l'article 133. Qu'est-ce qu'il dit, l'article 133? Il dit qu'au Québec, la langue des lois, la langue pouvant être parlée devant les tribunaux et la langue qui peut être parlée à l'Assemblée nationale, c'est à la fois l'anglais et le français. Dans ces trois secteurs-là très limités, le bilinguisme est présent. Et donc, quand on lit l'article, la phrase « Le français est la seule langue officielle du Québec », on pourrait considérer que c'est inconstitutionnel, parce que ça voudrait dire que c'est la seule langue des lois, c'est la seule langue des débats parlementaires, et c'est la seule langue qui peut être parlée devant les tribunaux. Dans le fond, vous êtes pour une assemblée constituante. L'Assemblée nationale. Vous adoptez des lois quotidiennement, puis c'est normal, sur des choses qui sont parfois très, très importantes. La différence avec une constitution, c'est que c'est supposé de représenter la volonté du plus grand nombre de citoyens et de citoyennes du Québec. Alors, comme vous le dites, Madame la députée, idéalement, ça pourrait être une assemblée constituante. Ça s'est fait dans d'autres pays. Évidemment, en bout de ligne, pour que ce soit constitutionnel, je m'excuse de toujours dire ces mots-là, il faudrait que la proposition de l'Assemblée constituante soit adoptée par l'Assemblée nationale, parce que c'est uniquement l'Assemblée nationale, vous, les 125 députés, qui détenez la souveraineté requise pour adopter une loi. Une Assemblée constituante ne pourrait pas le faire. Sauf que l'Assemblée constituante pourrait au moins proposer des choses, essayer de représenter au mieux qu'on peut, parce que c'est sûr qu'on peut pas produire l'unanimité, mais on peut s'en rapprocher. Le Conseil interprofessionnel appuie le resserrement en matière de communication entre les ordres et leurs membres,
qui vise à lutter contre le bilinguisme institutionnel. Alors que chaque professionnel doit démontrer une connaissance du français appropriée à l'exercice de sa profession et que le projet de loi exige de maintenir cette connaissance au-delà de l'admission tout au long de sa carrière, le Conseil interprofessionnel considère qu'il sera apte à recevoir de l'information uniquement en français de la part de son ordre. Cependant, le projet de loi a soulevé certaines questions sur l'étendue de cette obligation, notamment pour les communications qui visent à la fois les membres et le grand public. On pense ici aux différents médias numériques de l'ordre, comme son site Internet, ses réseaux sociaux. Ça a l'air d'un détail, mais il reste que c'est des questions qui se posent. On a eu aussi d'autres questions concernant surtout la possibilité de communiquer dans une autre langue avec les étudiants anglophones. Le projet de loi indique les membres et les candidats, mais les étudiants ne sont ni un ni l'autre. Alors, ces établissements-là qui mènent un titre professionnel sur la possibilité qu'ils puissent passer leur examen d'admission en anglais quand cette option est disponible. Dans certains cas, c'est des examens canadiens. Il y a toujours l'option français ou anglais. J'ajouterais aussi que certains ordres ont des membres extraterritoriales qui demeurent dans d'autres provinces. Alors, je pense que certaines précisions pourraient être apportées. Nous souhaitons le retrait de l'article 142 du projet de loi. Cet article établit comme acte dérogatoire à la dignité de la profession le fait de ne pas maintenir une connaissance suffisante du français ou encore de refuser d'offrir des services en français. On pense que cette étiquette est très lourde de conséquences pour un professionnel parce que cet ajout-là à l'article 59.2 du Code des professions le met dans une liste d'actes dérogatoires qui vont de l'inconduite sexuelle à la fraude, à la conduite, à la question des thérapies de conversion. Nous suggérons aux législateurs d'envisager d'introduire une autre disposition que celle du 59.2 pour s'assurer de la capacité d'intervention du syndic et du conseil de discipline. Le projet de loi intègre des modifications à l'article 40 de la Charte portant sur les permis restrictifs pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française. C'est un genre de permis qui est très rarement délivré, mais le Conseil souhaite attirer votre attention sur le fait que le libellé que vous avez mis dans le projet de loi permet à l'OQLF d'imposer des conditions à l'émission de ce genre de permis. Et on voudrait juste être sûr qu'on parle bien de conditions à caractère de nature administrative et que l'OQLF ne s'immisce pas dans des conditions qui pourraient toucher de près ou loin la compétence des membres. Bien entendu que si la langue française n'est pas au cœur de la pratique professionnelle du membre de l'ordre professionnel, ça va peut-être avoir un impact aussi sur les employés. Donc, d'où l'importance de valoriser la langue française. Oui, c'est les objectifs que vous poursuivez, c'est certain, mais j'ai quand même attiré votre attention dans le cadre de notre mémoire sur l'article 142, que moi, je dirais que c'est un enjeu de recevabilité sociale pour les 410 000 personnes, que le fait de ne pas maintenir ou de refuser l'usage approprié de la langue française, approprié à leur profession, ou encore de refuser de donner un service, ça peut entraîner des conflits éthiques importants pour certains. Donc, et le fait d'être associé à des choses aussi graves que les assauts sexuels comme acte dérogatoire, je pense que vous auriez à cœur, M. le ministre, de trouver une façon d'introduire dans le Code des professions un article qui ne vient pas amalgamer les assauts sexuels avec une difficulté dans le maintien de l'usage approprié de la langue française, parce qu'il y a une certaine gradation là-dedans. C'est clair que ça vous prend un article pour que le syndic puisse agir et que le conseil de discipline puisse trancher, mais vous avez entendu le cri du cœur de plusieurs ordres que ça ne doit pas être associé à la dignité de la profession. Je sais que pour un juriste, ça a l'air facile, 59.2, on rajoute une ligne, mais je pense qu'il y a un petit effort là-dessus. C'est au-delà de la facilité juridique d'avoir un article qui est plus acceptable. Effectivement, la tête à la dignité de la profession, c'est quelque chose d'important. Et c'est Mme Vallée qui a inséré les peines plus sévères, notamment en lien avec les agressions sexuelles. Tout ça, et c'est une bonne chose que ça soit fait. Bon, il y a la corruption, la fraude aussi, mais il y a un message clair aussi qui doit être envoyé au Québec, que le fait d'exercer une profession dans un premier temps, c'est un privilège, mais qu'également la langue commune, c'est le français. Alors, je retiens votre suggestion, on va la regarder avec intérêt pour voir comment on peut amender peut-être le texte, mais fondamentalement,
il faut que les ordres prennent conscience que c'est une priorité qu'au Québec, ça se passe en français. On vous entend très bien. C'est pour ça qu'on n'a pas... on vous a invité à trouver une autre avenue pour justement soutenir le pouvoir d'agir, soit des syndics ou des conseils de discipline. C'est bon de vous entendre parce que à certains moments, pendant ces consultations, on se demandait si le français était en péril, si le français est en recul. Vous arrivez en disant, le français est en recul, il faut le protéger, il va toujours en avoir besoin. Là, je suis dans un environnement où j'apprécie davantage vos recommandations et vos remarques sur le projet de loi. C'est une chose de dire le français, c'est important, mais c'est une autre chose d'en voir les conséquences. Moi, je suis embêtée sur le qui, quand, comment, où. Toute cette question autour du maintien du français, on est tous pour le maintien du français, c'est important. Donc, qui fait le maintien? Qui évalue le maintien du français? Quand on évalue le maintien du français? Aux 2 ans, aux 3 ans, aux 5 ans, aux 10 ans? Qui évalue? Où se passe la correction si le maintien n'est pas maintenu? Et quelles sont les conséquences? Il y a des ordres qui ont 70 000 membres, puis il y a des ordres qui en ont 300. Alors, tout le monde n'aura pas un service d'expertise. Donc, de pouvoir requérir gratuitement des services d'expertise de l'OQLF si nécessaire. On n'a pas évalué la lourdeur ou l'importance de ça, mais je pense que personne ne veut se mettre dans la chasse aux sorcières. On est quand même dans un univers de protection du public et d'un usage approprié, donc raisonnable, de la langue française pour être en mesure de donner un service. Le projet de loi 96 a somme toute été bien reçu de la part de la FEC. Par contre, il y a plusieurs mesures additionnelles là, que l'on juge nécessaires afin de vraiment valoriser le français au sein de tous les établissements, qu'ils soient francophones ou anglophones. Il y a également certaines mesures proposées par le biais du projet de loi que l'on considère comme étant un frein à la réussite étudiante. À notre sens, c'est inconcevable de rendre l'obtention du diplôme d'études collégiales conditionnelle à la réussite de l'épreuve uniforme de français pour les personnes qui étudient dans un cégep anglophone. Et c'est pour cette raison-là qu'on demande le retrait de l'article 88.0.12. On invite les parlementaires à se demander comment on pourrait mettre sur le même pied d'évaluation des personnes qui vont avoir entre 180 et 240 heures de préparation strictement dédiées à l'épreuve uniforme de français dans le réseau francophone, contre des personnes qui vont avoir tout au plus 90 heures de formation en français dans les cégeps anglophones, et ce, sans nécessairement aborder la littérature francophone, la littérature québécoise. À notre sens, ce n'est pas une mesure qui permet réellement de valoriser la langue française et pourrait même être un frein à l'accessibilité aux études supérieures, puisque c'est plus difficile de rentrer directement à l'université sans diplôme d'études collégiales. Par les dispositions, le projet de loi pourrait être plus ambitieux en ce qui concerne la valorisation de la langue française par les établissements d'enseignement supérieur. On considère qu'il y a un travail à faire et un travail qui pourrait être fait par le ministère de l'Enseignement supérieur, de mettre en place des mesures concrètes pour valoriser justement la langue française, mais surtout pour que autant les cégeps anglophones que francophones deviennent des vecteurs de la langue française. Donc, rapidement, on peut penser notamment au renforcement des mesures d'aide à la réussite en français, spécifiquement pour les personnes anglophones et allophones, si elles veulent fréquenter notamment des cégeps francophones, à l'accessibilité accrue à des cours de français sur les campus collégiaux directement, et aussi à ajouter au devis ministériel anglophone des notions de littérature québécoise, donc à la manière dans les cégeps francophones. Par ce genre de mesures concrètes, on pourrait vraiment s'assurer de valoriser la langue française plutôt que pallier avec des mesures réactionnaires comme l'épreuve uniforme de français. On constate en ce moment que, qu'il y a plus en plus d'étudiants francophones qui se dirigent vers les établissements anglophones, alors que, d'un autre côté, on observe une hausse des personnes allophones et anglophones qui se dirigent vers les établissements francophones. Et la question se pose à savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'on voit ce phénomène en ce moment où de plus en plus le français est attirant pour les étudiants au niveau collégial, allophone et anglophone, alors qu'au niveau francophone, c'est davantage les établissements anglophones qui sont attrayants. Et en ce moment, ce qu'on constate, c'est qu'il y a énormément d'hypothèses à savoir qu'est-ce qui mène à ces différents phénomènes, mais pourtant, il n'y a pas de données actuelles et pan-québécoises qui vont vraiment identifier les motivations derrière la langue d'études. Et justement, on souhaite agir, nous, de notre côté, sur l'attractivité des établissements anglophones. Et
À cet effet, on voit une nécessité d'enquêter, comme je disais, sur les motivations derrière le choix de la langue d'études. On demande justement à ce que le ministère de l'Enseignement supérieur et le futur ministère de la langue française de travailler conjointement à la tenue d'une enquête de grande envergure sur la question des motivations qui mènent à la langue d'études d'un étudiant au niveau collégial. Vous êtes en accord avec le fait qu'on vient mettre un plafonnement par rapport au cégep anglophone et que la solution que nous proposons, vous semblez y adhérer? Oui, exactement. Donc, on considère que pour le moment, la meilleure façon de répondre aux enjeux qui naissent dans le réseau collégial par rapport à la langue d'enseignement, c'est de baliser l'effectif. Sauf qu'avec ça vient la nécessité d'implémenter d'autres mesures, comme on dit là, justement, d'identifier les motivations qui vont mener à la langue d'enseignement. Qu'est-ce que vous pensez du fait que dans le projet de loi, on va donner priorité aux ayants droit dans les établissements collégiaux anglophones? Je vous dirais que de notre côté, on n'a pas vraiment soulevé d'enjeux à ce niveau-là. Surtout considérant que, justement, comme on l'a dénoté dans les dernières années, il y a une attractivité qu'on a vue, en fait. Donc, il y a une croissance de 3 % de l'effectif étudiant anglophone dans les établissements francophones, pardon. Donc, la croissance est plus grande que par exemple, si on compare les étudiants francophones qui vont dans les établissements anglophones. Donc, de notre côté, ce n'est pas un enjeu là, qu'on a soulevé. Il y en a beaucoup qui nous ont dit, bien, écoutez, on devrait imposer la loi 101 au cégep parce que, notamment, à l'âge où on entre au cégep, généralement vers l'âge de 17 ans, 17-18 ans, bien, c'est vraiment là où on va adhérer également à la culture. Puis, beaucoup d'intervenants ont fait le lien entre la culture et la langue. Ils ont dit, bien, c'est important justement pour ça d'imposer la loi 101 au cégep parce que, à la fois pour les francophones, de les maintenir dans la culture commune francophone, pour le choix également de l'institution universitaire en français, et à la fois également pour les personnes allophones ou issues de l'immigration, l'importance de les intégrer en français à la société québécoise. Est-ce que vous êtes du même avis que le cégep a un impact considérable sur les choix de vie futurs et l'intégration au choix de la culture que la personne va choisir? Oui, donc justement, dans les recherches qu'on a menées là, dans la dernière année, c'est quelque chose qu'on a soulevé également, l'impact de la langue d'études sur les habitudes de vie d'une personne. Par contre, d'appliquer la loi 101 dans les cégeps, c'est quelque chose qui ne va pas répondre à l'ensemble des enjeux qui naissent de ça. Donc, en ce moment, justement, c'est pour ça qu'on veut vraiment se pencher sur les motivations derrière le choix de la langue d'études, parce qu'en ce moment, on entend les hypothèses sont que ce sont les milieux de travail, les motivations. Ah, je vais aller dans un milieu de travail anglophone. Ah, il y a des discussions à l'effet qu'il y a une meilleure réussite. En fait, c'est pas une discussion, là, c'est des données, là, qu'il y a une meilleure réussite de la formation générale en anglais dans les établissements parce qu'il y a plus de choix face aux différents cours de formation générale. On voit aussi un besoin où, en fait, les données prouvent le contraire, là, même. Les étudiants ressentent un besoin de perfectionner leur anglais, mais dans les faits, ils maîtrisent déjà la langue. Pourquoi est-ce que les étudiants ressentent ce besoin-là en entrant au cégep, malgré qu'ils maîtrisent déjà la langue? Donc, on considère justement que c'est plus proactif d'aller à la source même des enjeux puis de régler les enjeux à la source plutôt que de simplement imposer la loi 101 dans les établissements. Vous avez dit, M. Vaillancourt, il y en a certains qui vont vouloir choisir le cégep en anglais parce que le marché du travail va être en anglais. Et ça, je pense que c'est un des enjeux importants que nous avons. Si les jeunes d'aujourd'hui se disent, pour réussir au Québec, pour occuper un emploi, pour avoir une belle carrière, il faut absolument que j'étudie en anglais, parce que je vais devoir travailler en anglais. Et comprenez-moi bien, là, pas parce que vous avez une carrière à l'international, vous avez des clients à l'étranger, mais sur le territoire québécois, de se dire, il faut absolument que j'aille dans un établissement anglophone parce que je vais devoir travailler en anglais, il y a peut-être un enjeu de société. Mais... On a proposé 3 cours en français. Pas d'apprentissage du français. On suppose qu'ils savent assez bien le français après le primaire, secondaire en anglais. 3 cours en français obligatoires dans le cursus d'un cégep anglophone. Quitte à aller dans les humanities puis faire 2-3 cours en français au lieu d'en anglais. À mon sens, c'est intéressant tout ce qui est valorisation, francisation, mais est-ce qu'on est véritablement obligé d'imposer une épreuve uniforme de français si justement on accomplit notre mission de valoriser la langue française par le cursus puis de franciser? En ce moment, dans la formule actuelle, c'est impossible de mettre l'épreuve uniforme de français et que ça réussisse.
On s'entend également sur le fait que si jamais il était pour avoir des changements tels que vous le proposez, c'est un chantier qui serait nécessaire. Tout à fait. Et justement, c'est pour ça que il n'y a pas de réponse définitive de notre part.